messieurs, bonsoir. Jean-Paul Hébrard a le plaisir d'animer aujourd'hui donc cette émission. Donc c'est effectivement On refait le salon. On l'avait titré comment cette émission? On l'avait titré Un salon sous haute tension. Comme quoi on s'attendait quand même à ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui avec la visite du président de la République. Et on n'a pas été déçus. Pour en débattre, à ma gauche, Olivier Masbou. Bonjour. Journaliste. Toujours un plaisir de te recevoir, Olivier. À ma droite, Éric Delachesnay. Bonjour Jean-Paul. De même, un grand plaisir. Ah, et mieux. puis, Éric Delachesnay donc, pour Le Figaro. Et juste à vos côtés, donc Loïc Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Loïc, vous êtes président de la coopérative donc, de Yenne. On aura l'occasion d'en parler, mais vous êtes avant tout donc éleveur. Agriculteur et éleveur dans les Savoies. Et aussi représentant d'une organisation professionnelle, Savoie-Sim, donc qui porte des appellations telles que la tome de Savoie, la raclette de Savoie et les matales de Savoie. Bon, allez, on va déjà parler de cette actualité pour le moins agitée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, d'abord, il y a eu, comment on appelle ça, un pataquès, une boulette, ce fameux débat sur le ring qui n'a pas eu lieu. Éric Delachesnay. C'était une bévue, on va rester poli, c'est une bévue. Et une bévue des conseillers. Une bévue des conseillers, au moins, tout du moins. Mais j'ai du mal à croire que le président n'ait pas été au courant dans le climat actuel de tension où les agriculteurs sont chauffés à blanc, n'en peuvent plus, demandent des actes plus que des paroles, mais des actes, et surtout qui se concrétisent sur le bulletin de paye de lait, le bulletin de paye des céréales, et aussi dans les contrôles, moins de contrôles dans les champs, et plus de rapports harmonieux avec l'administration, et pas tout le temps du flicage, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand vous êtes agriculteur, vous êtes observé du ciel, vous êtes observé sur le terrain et prévenu juste le vendredi pour le lundi que vous allez avoir un contrôle des services administratifs. Et puis on observe aussi, on vous observe du sol, la qualité des sols. Donc il y a un moment, ça suffit. Alors on m'a vu une boulette, mais c'est pas possible. Même un stagiaire n'aurait pas fait une erreur. On met pas dans la même salle les soulèvements de la terre, Michel-Édouard Leclerc, des agriculteurs en colère, et le président. Qu'est-ce qui s'est passé? On est au bout d'un système de conseillers agricoles hors sol? Je pense que c'est ni Michel-Édouard Leclerc, ni les organisations environnementales qui posaient problème. C'est vraiment le mouvement Les Soulèvements de la Terre que le gouvernement a tenté de dissoudre, pour le rappeler. Moi, j'ai relu le décret ou l'arrêté de dissolution qui était très sévère. De juin 2023. Ouais, qui était très sévère. Et même la décision du Conseil d'État qui annule la dissolution est quand même très sévère sur les violences de ce mouvement. J'ajoute que je ne crois pas non plus à la bévue, parce qu'il y avait une autre organisation qu'on va appeler d'écologie radicale qui était invitée. Génération qui était, Imposture alimentaire. Ah bon. Imposture alimentaire, c'est des gens très aimables qui vont arroser la Joconde ou un tableau de Manet ou de Monet de soupe. De potiron. De soupe alors, je ne sais pas si c'était du potiron, mais... c'est pas le point important. C'est un légume qu'il faut consommer. Ils étaient également invités. Donc ça ne peut pas être une bévue. Après, est-ce que c'est du niveau des conseillers, du niveau du secrétaire général de l'Élysée ou du niveau du président? Ça, je ne sais pas et on ne nous le dira pas. Ce que juste, je termine, la réaction de Marc Fesneau le lendemain, elle était claire, nette. Ils n'ont pas compris. Et je crois que le Premier ministre n'a pas compris non plus pourquoi on a invité ces gens-là. C'est pas moi qui le dis. On essaye de les dissoudre, c'est qu'ils ne sont pas fréquentables et puis c'est tout. Alors, ils ont même été qualifiés d'éco-terroristes par Gérald Darmanin. On n'a vu aucun agriculteur pendant ce mois de mobilisation prendre pour cible les forces de l'ordre. Comme on l'a vu à Sainte-Soline, lancer des boules de pétanque, lancer des cocktails Molotov. Enfin non. Donc il y a un moment, ça suffit. On ne peut pas mettre dans la même pièce des gens qui essayent de vivre, voire de survivre pour certains, et d'autres qui sont là juste pour casser. Et pas écouter. Donc, et je trouve que le président de la République a mis beaucoup de temps à réagir. Il n'a réagi qu'à 18h15 le lendemain. Et moi, j'avais eu la chance d'être invité en même temps que Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien éleveur aussi de vaches, qui lui a ses entrées et à l'Élysée, et à Matignon et chez Marc Fesneau, qui n'en pouvait plus, qui essayait de les joindre juste avant le plateau et après. Qui dit, mais qui est-ce qui a fait cette... Ouais. Alors moi, Éric, je ne sais pas, tu étais au brief de l'Élysée, là où justement ils sensibilisent les journalistes un peu à ce Olivier y était. Moi, j'étais. C'est un truc par téléphone. Par téléphone. Donc, je peux témoigner, il paraît qu'on était ça au 150, ouais. Je peux témoigner que quand
je ne sais plus lequel des deux parlait, a dit les soulèvements de la Terre sont invités. Il y en a 10 ou 11 qui ont fait des SMS. Vous êtes sûr que c'est les soulèvements de la Terre qui sont invités? Oui, oui, c'est les soulèvements de la Terre. Exactement. Donc là, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'était même l'idée, moi je vais le dire, c'était même l'idée de dire, avec un grand débat façon Macron, où on va mettre tout le monde, même les camps pour les gilets jaunes. Voilà. Les camps opposés, ça va marcher et ça va marcher. Sauf que je pense que les conseillers dorment pas assez actuellement. Non, mais je pense Ils ont aussi du mal que, à que les être conseillers connectés. aussi, il y a un problème de casting sur les conseillers, parce qu'il y en a qui sont avant tout des militants écologistes envoyés par Monsieur Canfin et qui sont contre le nucléaire, qui sont contre les pesticides, qui sont contre les agriculteurs. Ah oui, donc ils voulaient les deux côtés de la balance, Voilà. on va dire. C'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que l'idée de mettre autour dans la même salle, dans la même réunion, dans le même débat, les agriculteurs, les ONG comme Greenpeace, LPO, WWF, et les distributeurs comme y compris Michel-Édouard Leclerc, ça c'était là c'était jouable à condition de pas mettre des gens qui sont pas fréquentables. Et je termine c'est regrettable parce que du coup Michel-Édouard Leclerc a pu se défiler à bon compte, alors que là, il y avait quelqu'un à qui poser des questions. Des vraies questions. Deuxième fait important, la visite. Alors, ça ressemble à quoi ? On est à la préhistoire aujourd'hui, la préoccupation environnementale. On mobilise des CRS, on mobilise énormément d'énergie, on perturbe le salon toute la journée. On a attendu devant les exposants, mais aussi les visiteurs. Pourquoi perturber tout le monde ? Enfin, pour un président. On a perturbé aussi les journalistes dans leurs conditions de travail. J'ai jamais vu ça. Et là, je m'insurge parce que, franchement, pour une personne, le salon a été vraiment... Ça fait 15 ans que je le suis, depuis 2008. Et je n'ai jamais vu des commerçants empêchés de travailler, des paysans qui ont dû enlever leurs bêtes dans le hall 1 parce que ça représentait un danger. Je pense que pour une personne en plus qui ne paye pas l'entrée au salon, alors qu'il y en avait d'autres, qui attendaient des milliers, on a vu des milliers qui attendaient et qui sont rentrés dans le hall 1 que 6h30 après pour un billet à 16 €. Je trouve que c'est se foutre de la gueule des gens. Tellement je suis énervé. Et j'espère que l'année prochaine, si vous nous posez cette question et le salon dans 10 ans, j'espère que ça ne sera pas l'objet d'un captage et surtout d'une prise d'otage pour résoudre des problèmes politiques. Ce qu'attendent les paysans avant tout, c'est d'abord une amélioration des revenus et une réponse concrète à leurs problèmes quotidiens. Il y en a qui n'en peuvent plus. On écoute Loïc. Oui, si je peux me permettre, en fait, bien sûr, il semble que l'année dernière, M. Macron a passé 13 heures dans le salon et a essayé et a entendu quand même beaucoup de messages de toute la profession déjà, et puis ça depuis 7 ou 8 ans qu'il est quand même en mandature. Et il se trouve qu'effectivement, depuis un mois, il aurait pu préparer un peu plus de dossiers pour arriver avec des choses bien préparées en amont du salon pour qu'aujourd'hui, le salon puisse se dérouler effectivement avec ses portes ouvertes à tout le monde. Il vient avec 10 gars du service d'ordre, il demande peut-être au syndicat de le protéger. Ça peut être aussi le cas de mettre un service d'ordre pour le protéger. Mais on ne perturbe pas la vie de dizaines, centaines de milliers comme ça de citoyens pour un seul gars qui vient faire la com dans les allées du salon. Ouais, c'est un peu démago, il ne serait pas venu, tout le monde aurait crié haro. Non, c'est déjà arrivé, Olivier, c'est déjà arrivé en 2010 avec Nicolas Sarkozy. Je suis d'accord. Tout le monde a oublié et le salon s'est très bien passé. Il est venu le dernier jour. Il est venu l'avant-dernier jour, le samedi. Il a fait un débat aussi sur l'écologie. Et tout le monde a oublié, mais ça n'a perturbé personne pour le premier samedi. Et au moins, les Parisiens ont pu aller à la rencontre des agriculteurs. Les Parisiens, les provinciaux, enfin voilà, il y avait un dialogue. Le salon de l'agriculture, c'est avant tout une fête, une grande fête populaire. Le salon le plus populaire de France, avec plus de 600 000 visiteurs sur 9 jours. Et qu'on laisse les agriculteurs, qu'on laisse les urbains, qu'on laisse les citoyens se parler entre eux sans être obligés de fermer un hall, de privatiser, d'envoyer 1000 personnes pour assurer la sécurité du président de la République. Est-ce que dans le fond, on n'est pas à la fin d'un système de com comme ça, où on a justement des personnes qui viennent au salon pour rencontrer, pour faire 13 heures. À quoi ça sert de faire 13 heures de tour du salon ? Il vaut mieux en faire peu et bien le faire, plutôt que de se faire voir pendant 13 heures comme un marathon qui dure. Alors là, je suis d'accord. La course en disant... moi, j'ai fait 12 heures, toi, tu as fait 13 heures, moi, je ferai 14 heures, ça, c'est ridicule. Ça, on est complètement d'accord. Mais hélas,
et je ne me projette pas dans 10 ans, je me projette à demain, ça va être comme ça toute la semaine. Demain, il y a déjà 3 leaders qui sont annoncés et chacun va vouloir faire son show et va vouloir faire 10h, 12h, 13h, 14h et communiquera en disant j'ai passé 10 heures au salon d'agriculture. C'est vrai, Olivier, mais ils seront dans une bulle, ils seront dans un coin et ils ne vont pas bloquer l'ensemble du salon. Pas certain, pas certain. Bah si. Ah ben, il Et là, pas. regarde. Je ne le souhaite pas, c'est pas la question. Il y a plein de la- pays où le ministre se promène tout On seul, est sans d'accord. même de service, Mais dans on les est- pays du Nord. Mais regardez quelle image, même autour de nous, il n'y a personne pour nous regarder, pour nous écouter. Enfin, j'ai jamais vu ce hall 4 Ouais, mais c'est parce que t'es là. samedi. Merci. Bon, mais mais non, mais c'est d'une tristesse. Et voir ce qu'on a vu ce matin, des gens se taper dessus, des gens Oui. poussés sur un troupeau de chèvres, obligés d'enlever les chèvres, ils ont cassé les clôtures. Enfin, Mais c'est n'importe c'est quoi. n'importe Enfin, quoi, il c'est faut n'importe quoi. Et puis, est-ce que la situation des agriculteurs a progressé aujourd'hui? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous en retenez de la visite, hormis la castagne, hormis les blocages par les CRS, etc. Qu'est-ce qui s'est passé de positif? Il y, dans la journée. il y a des annonces fortes. Le problème, c'est que Lesquels J'en ai personnellement, pas noté beaucoup. je vois pas comment les mettre en application, mais à suivre. Si, il y a 2 fortes, c'est le prix plancher et c'est la réunion de tous les pools bancaires et d'assurance. Dès lundi, Dès lundi, un plan pour d'urgence de trésorerie. que dès vendredi prochain, le plan d'urgence trésorerie soit mis en place. Je ne dis pas que ça se fera, je ne dis pas que c'est simple. Le pool bancaire, assurance, c'est peut-être facile, c'est peut-être possible. Le prix plancher, c'est une fausse bonne idée. Hein. c'est quand même compliqué. Et puis, vous vouliez la 3e mesure, c'est à l'Élysée, dans 3 semaines. Réunion oui, mais ça, réunion pour faire le point à l'Élysée. Enfin, c'est là où ils vont faire le vrai débat, c'est là où il doit se faire. Voilà. Pas au salon de Donc l'agriculture. il y a de vraies annonces. Après le débat qui a eu lieu, alors le mini-débat, je ne sais pas comment il peut appeler, qui a eu lieu avec une quinzaine, une vingtaine d'agriculteurs de la FNSEA, des JA et de la coordination rurale, parce que si j'ai bien compris, la Confédération paysanne était invitée, mais n'a pas voulu y aller. Donc le débat était riche aussi. Alors, Macron a fait du Macron, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Il faut reconnaître qu'il est bon dans l'exercice. Il connaît bien ses dossiers. Il connaît bien les dossiers, il aime bien écouter, il aime bien débattre. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. En 2017, il faisait ça. En 2018, il fait ça. Enfin, il faut sortir, il faut aller dans la réalité là maintenant. Et puis surtout, il faut prendre des mesures concrètes. Enfin, c'est peut-être à Loïc de... Oui, Loïc. Je pense que c'est aussi il y a un souci de représentation de la profession agricole. On n'est plus que 400 000 paysans. Et je pense que le débat politique depuis plusieurs années, avec la décroissance de la population agricole, a aussi eu une décroissance d'intérêt dans le milieu politique et du coup dans les réalisations concrètes de mesures qui pouvaient être mises en place pour les paysans, quoi. Et vous, les agriculteurs, vous n'êtes pas très bons là-dessus, ou les éleveurs, parce qu'il faut aller dans les conseils municipaux, il faut être présent, se faire élire maire, etc. Et on a l'impression que vous êtes moins motivé qu'avant. Alors si, il y a encore quand même beaucoup de monde dans les conseils municipaux. Alors de moins en moins, puisqu'on n'est plus que 400 000, bien évidemment. Et le nombre de communes, à peu près, 36 000 communes. Il est resté à peu près, sauf qu'il y a un petit peu moins de communes, puisqu'il y a quelques communes qui se sont... Au dernier municipal, pardon, donc depuis le dernier municipal, la profession agricole reste le premier métier des maires. Oui. Aujourd'hui, agriculteurs et agriculteurs retraités, mais je les mets dans la même catégorie. Ça reste le premier métier des maires. Mais Ça, c'est par contre, pour des paysans, on est déjà en campagne toute l'année et refaire campagne pour aller se faire élire. Alors élire conseiller départemental encore, c'est faisable. Après, une élection au député, c'est quand même quelques numéros sur 500, combien députés 560, je sais pas combien 577. Voilà. Donc voilà, c'est que quelques éléments de paysans qui peuvent y rentrer, bien évidemment, quoi. Et donc la représentation, elle est compliquée quand même. J'ai fait un petit calcul. Les aides, c'est 400 millions, c'est ça? Grosso modo, à la louche, on va dire. Divisé par 400 000, ça fait 1 000 euros. Ça va pas sauver l'agriculture, ça? 1 000 euros. Enfin, les problèmes, c'est pas 1 000 euros. Soit il y a problème, soit il n'y a pas problème. Mais s'il y a problème, c'est pas 1 000 euros qu'il faut. Et puis ça veut pas dire qu'il faut forcément plus. Et les paysans ne demandent pas des aides. Ouais. C'est pas des aides qu'on a demandé et qu'on va demander et qu'on continue de demander, c'est du prix. Voilà. C'est du prix du produit, de la reconnaissance. Et du coup, c'est là que ça pose un problème. Et une réalité qui n'est pas là même aujourd'hui avec les consommateurs qui viennent sur le salon de l'agriculture, c'est le consommateur qui doit prendre conscience qu'on ne va être plus que 200 000 à l'horizon 2035 potentiellement. 200 000 pour nourrir 70 millions de Français, plus l'exportation qu'on nous demande de faire.
Donc ça va devenir complètement impossible. Alors après, comment voulez-vous qu'on enlève la pétrochimie et les aides nécessaires pour continuer à faire des gains de productivité? Parce qu'à l'UTH, donc c'est-à-dire à l'unité de main-d'œuvre, il va falloir qu'on en produise. Ça fait déjà longtemps qu'on en produit de plus en plus. Il faut qu'on continue comme ça encore toutes les années qui vont arriver, quoi. Eric ? Oui, puis je voulais dire, il y a des mesures qui ne coûtent absolument pas d'argent, qui pourraient même en faire gagner à l'État, des mesures de simplification des mesures. Quand vous voyez que pour vous installer, même si vous êtes du cadre familial, du cadre du milieu agricole, c'est 74 pages. 74 pages pour faire un dossier d'installation. Vous voulez reprendre les terres à votre nom, c'est 27 pages. Oui, avant, on avait un simple papier, il y a encore 10 ans, un simple papier. Mais la faute à qui ? La faute aussi aux agriculteurs. Ça, il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment des papiers Non, parce qu'il y en a qui veulent fermer le milieu au nom agricole. Parce qu'il y en a qui veulent garder le gâteau et qui ne veulent pas partager avec les autres. Il y a un problème aussi de représentativité syndicale. Parce que je ne pense pas que c'est en restant toujours dans la même famille qu'on va faire avancer le dossier. Parce que le dossier, ça fait 15 ans que je suis le salon, 15 ans que je suis le secteur. J'ai l'impression qu'on répète à chaque fois les mêmes choses. Donc des années blanches, des plans de trésorerie. Et à chaque fois, le problème revient un an après. Donc il y a un moment, il faut se dire, on va prendre le taureau par les cornes, sans jeu de mots, et on fait avancer le secteur agricole et on lui donne un vrai cap. C'est ça aussi que demandent les agriculteurs et qui demandaient au président de la République, fixez-nous le cap. Est-ce qu'on produit plus ? Est-ce qu'on doit produire plus en bio, plus en conventionnel, plus de viande, plus de lait ? Mais là, on ne sait pas. On a l'impression que la voiture est folle, qu'on n'a plus forcément le guidon. Pilote. Voilà, il n'y a plus de pilote dans la ville. Alors, on a l'impression que le haut est conscient des problèmes. Les clauses miroirs, ok, mais on ne peut pas parce que c'est l'Europe. Les normes administratives, je vous explique en off qu'effectivement, il y a quand même le ventre mou d'administration qui n'a pas envie de faire descendre la simplification. Je ne sais pas pourquoi, par pour culture. Justifier leur travail. Ouais, ou culturellement peut-être, je ne sais pas. On a l'impression que des fois, les agriculteurs ferment aussi la porte d'entrée avec ce côté de professionnalisation du secteur. La profession change quand même. Alors je ne suis pas sûr du chiffre à 100%, mais je crois que le taux d'installation hors cadre familial, c'est autour de 40% maintenant. C'est-à-dire 40% de gens qui ne viennent pas du milieu agricole. Deuxième phénomène, à peu près. Mais heureusement, parce que les paysans en place ne se reproduisent plus. Enfin, pas bien en tout cas, dans le sens où on dégoûte nos enfants avec nos conditions qu'on a de travail et de rémunération. On dégoûte nos enfants de rester dans le métier. Quoi, en fait. Du coup, c'est un changement sociologique aussi, parce qu'on n'est plus agriculteur de père en fils. Enfin, on n'est plus. Beaucoup ne sont pas agriculteurs de père en fils. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément au même syndicat, ils ne vont pas forcément à la même coopérative. Ils vont pas Parce qu'avant, c'était simple. On reprenait l'exploitation de papa, on allait au syndicat de papa, à la coopérative de papa, à la banque de papa. Ce n'est pas péjoratif quand je le dis comme ça, mais c'était la réalité. Deuxième point, on n'est pas forcément agriculteur toute sa vie. Beaucoup de gens s'installent après avoir fait un autre métier. Et ça aussi, et d'ailleurs y compris dans les leaders nationaux, on a des leaders nationaux qui ont eu une vie avant d'être agriculteurs. Et le troisième point par rapport à la surtransposition aux normes, etc., c'est un des faits marquants pour moi du débat de ce matin, c'est que le président de la République, qu'il faut bien le dire, fait rarement son autocritique, a dit, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi depuis le début des barrages des manifestations, sur les contrôles, les amendes, Macron, une fois élu, a institué ce qu'on appelle le droit à l'erreur. C'est-à-dire, je me trompe dans ma déclaration d'impôt, je ne suis pas sanctionné, on me dit, OK, tu t'es trompé, c'est pas grave, mais recommence plus. Et ça ne marchait pas pour l'agriculture. Et Emmanuel Macron a dit ce matin, je n'ai pas réussi à le faire imposer pour l'agriculture. Ça veut dire qu'il a reconnu que l'administration ne le suivait pas, lui qui est président. C'est énorme. Ça montre qu'il y a un petit problème quand même. Il y a un gros problème. Ouais. Et ce qui montre aussi, ce qui explique pourquoi les agriculteurs sont désespérés. Parce que même si le président n'arrive pas à faire changer son administration, et même moi, à titre personnel, je l'ai vécu sur le terrain, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Et les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, on a fait une émission sur l'agriculture est-elle prête à faire face à la guerre. On était en lien avec l'Ukraine, puisque ça fait malheureusement 2 ans que la guerre a débuté, et on a fait venir un général, on a fait venir Stéphane Linou, on a fait venir des personnes qui sont capables aujourd'hui de dire « Attention, ça ne se construit pas du jour au lendemain ». On a fait venir Emmanuel Hyest, le président de la FNSAFER, qui nous dit
on avait déjà un département tous les 10 ans qui disparaît à cause de l'artificialisation. Aujourd'hui, on a en plus un département sur 10 qui disparaît à cause d'un usage touristique des terres agricoles. On est en train de perdre notre outil de production alors qu'on va en avoir besoin. Parce que malheureusement, vous avez vu qu'un président insulte l'autre président, c'est-à-dire Biden qui a insulté Poutine, ça sent pas bon. Et l'agriculture n'arrive pas à prendre conscience qu'il faut à la fois la sécurité militaire, mais la sécurité alimentaire. Éric Delachesnay, Olivier Mazou, Loïc Bertrand. Moi, je pense qu'il y a certains agriculteurs qui savent, et Macron l'a répété ce matin, il faut nourrir, assumer et produire. Donc maintenant, le mot produire n'est plus un gros mot. Mais produire comment, la question reste ouverte. Mais au moins, on se rend compte qu'il faut produire. Et produire chez nous, on va inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi comme intérêt majeur, au même titre que la défense et la sécurité. Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Si on peut se rendre compte qu'on n'est pas là pour bricoler, mais pour produire vraiment et pour nourrir les Français, tant mieux. Parce que sinon, ça va faire comme pour les médicaments, où on était les premiers, parce que j'ai suivi le secteur avant celui-là, le secteur du médicament et de l'industrie pharma avant l'agriculture, avant 2008. Eh bien, on était premier producteur de médicaments en Europe et on a tout laissé passer par la mondialisation. Et maintenant, on est en pénurie même de molécules basiques. On a l'impression que ça part à volo et que même les lois, parce que Egalim, de le faire respecter, sont pas très compliquées. Il a fallu avoir des mouvements pour qu'on se rende compte qu'effectivement, il faut mettre des amendes. Alors que c'est assez simple de mettre des amendes. Vous vous garez mal, vous avez une amende. Un distributeur ne respecte pas, il a une amende, point, c'est tout. Dernier point, le bio. Il fallait sauver le soldat bio, là. Et personne n'en parle. Personne n'en parle parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de pression et que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 50 millions d'aides sur les 400 millions qui vont au bio, et alors que ça pourrait être un créneau porteur et un créneau vertueux. Et justement, on a un producteur bio. Alors, ça tombe bien. Moi, je Allez-y. suis producteur bio depuis 30 ans. Donc, effectivement, on a créé même une filière au sein de notre coopérative en 1995 qui a été plutôt vertueuse jusqu'à présent, hein, au contraire. Et le pire aujourd'hui, c'est que des terres qui étaient déjà converties à la bio reviennent à une agriculture conventionnelle. Et donc, en fait, on repart on avait assaini un certain nombre de surfaces agricoles qui vont repartir dans le milieu conventionnel. Et alors qu'on cherche de la biodiversité, on cherche de l'éco-citoyenneté, y compris des paysans. Et en fait, tous ceux qui l'ont fait, on les jette dehors, quoi, en fait, quoi. Mais parlez-nous un peu de votre fromage, de votre production. Ça se passe pas trop mal? Alors, nous, on a une particularité dans l'agriculture. Le paysage français de l'agriculture, il est très, 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 très varié, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, et puis dans les petites régions, à la fois des conditions pédoclimatiques et de conditions techniques et économiques. Et nous, il se trouve que dans nos Savoies, en fait, depuis longtemps, hein, ça fait depuis les années 60 qu'on a su mettre des appellations fromagères avec des cahiers des charges, avec des conditions de production. Et on a su donc surtout s'impliquer, nous, la profession, dans la gestion de ces appellations fromagères, d'une part, et dans la gestion des outils de transformation. Donc les petites coopératives, le fruitière, qui est assez bien connu dans la Franche-Comté puis dans les Alpes. Et en fait, ces deux outils-là, donc l'appellation plus la coopérative, fait qu'en fait, on a su garder la main sur nos produits et sur la valeur ajoutée qui en sort de ces produits. On emmène le lait beaucoup plus loin, jusqu'au produit fini. Donc on transforme en affine et puis on vend. Et la valeur productive de ce lait-là, elle redescend, elle reste dans le territoire, aux producteurs, à nos salariés et à l'investissement quand on fait de l'investissement. Et vous êtes payé combien au millilitre ? Alors moi, sur ma coopérative, on est vraiment un petit peu au-dessus du panier, parce qu'on est vraiment ce qu'on appelle dans nos Savoies une coopérative à gestion directe, c'est-à-dire que c'est nous, les producteurs, qui gérons notre coopérative. On a 32 millions de litres de lait, 65 salariés, et on répartit en 2023, on va faire 739 € du millilitre payés aux producteurs en zone Tom, Raclette et Ématal de Savoie. Non mais Loïc, c'est ça la solution. Alors, parce que quand je vous écoute comme ça, simplement, je me dis petit, production de qualité, cahier des charges un peu strict, et ça suffit à faire vivre son éleveur. Voilà, mais ce qu'on nous rétorque souvent, on est des niches. Alors, ce qu'on rétorque aussi à la bio, c'est une niche. Parce que le consommateur, là-dedans, on dit toujours, il y a le consommateur un petit peu plus facile, plus aisé, et puis à côté, il y a le consommateur qui veut juste se nourrir. Mais il ne faut pas plein de niches ?
mais au contraire, mais je pense que c'est là que le consommateur a son importance. C'est que le consommateur, il devrait s'obliger à se dire, mais je dois consommer mon premier carburant de tous les matins, c'est de manger et de manger le mieux possible. Alors qu'aujourd'hui, dans le budget qu'ils essayent de développer, est-ce que les médias, vous parliez tout à l'heure de M. Leclerc ou de tous les autres grandes distributions, tous les mots, tous les messages publicitaires, c'est je vous fais le produit le moins cher. Le moins cher, le moins cher, le moins cher tous les jours. Mais en fait, les gens, ils n'entendent plus que ça. Et quand ils vont acheter de leur aliment, eh ben, ils attendent à ce que ce soit le moins cher. Et le moins cher veut dire aussi souvent moins bon pour les conditions sociales, moins bon pour les conditions environnementales, moins bon pour l'économique de base qu'est le paysan. Dans le fond, j'ai... Pardon, Eric, Olivier. Non, il y a plein de sujets parce que déjà, quelque chose qui coûte rien, 0 €, 0 centimes, c'est l'étiquetage en magasin. Parce que certes, il y a 8 millions de Français qui ont du mal à se nourrir et à s'alimenter. OK, il faut s'en occuper, c'est un autre sujet. Mais du coup, il en reste 60 et quelques millions qui peuvent mettre les quelques centimes supplémentaires. Parce que des fois, suivant les filières, c'est quelques centimes qui manquent au litre, au kilo, je ne sais pas quoi, pour que l'agriculteur s'en sorte. Cela, ce serait bien qu'ils le fassent. Alors, ils ne sont pas toujours prêts parce que les sondages pendant le début des barrages, c'était les agriculteurs, vous êtes d'accord? Oui, à 95%. Vous êtes prêts pour payer plus cher? Oui, à 30%. Donc déjà, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait 30% qui le fassent. Mais donc déjà, citoyen français, vas-y. Mais après, celui qui veut vraiment, parce que déjà, même les 30%, ils le feraient, je pense que ça irait bien pour tout le monde. Mais il faut que le produit il soit clairement, facilement repérable, identifiable dans le magasin. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ça coûte 0 €, 0 centimes. Mais l'exemple de Loïc Bertrand montre que quand les agriculteurs reprennent la maîtrise de leurs produits, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation, eh bien, ils gagnent leur vie et ils la gagnent très bien. Quand on voit que Lactalis, géant du lait, second groupe mondial du lait, c'est lui qui paye le moins bien le lait, 400 € les 1000 litres. Il faudrait, comme disait Olivier, quelques centimes. Il faudrait en gros entre 6 et 10 centimes de plus le 1000 litres. Enfin, le litre. Le litre. Hein, on est à 46 centimes le litre. Il faudrait. Lactalis paye 40. Il faudrait entre 46 et 50 centimes le litre de lait pour qu'il gagne un petit peu sa vie, qu'il gagne bien sa vie. Là, on voit que le litre de lait, il est à 0,73, presque 0,74. Il est à 74 centimes le litre. Donc ça n'a rien à voir, presque le double. Et donc, ça montre que quand l'agriculteur est capable d'avoir la maîtrise de son produit, il gagne sa vie. Et que quand il la confie à d'autres qui n'ont pas les mêmes intérêts, eh bien, mais vous ne trouvez pas qu'on est arrivé au bout d'un système, de même que tout à l'heure on disait ça va un peu à volo dans tous les sens, on ne fait pas respecter les lois, etc. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, ces entreprises qui veulent faire toujours moins cher, on a l'impression qu'elles ne réfléchissent pas, que les gens, on va recevoir une personne vendredi dont le boulot c'était de remplacer dans l'agroalimentaire du lait par de l'eau. Enfin, c'était comment faire pour pas faire meilleur, mais pour faire moins cher. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est dans une logique du toujours moins. Est-ce qu'il ne faut pas que ces entreprises aient de la moralité ou il faut revoir le système des entreprises? Vous prenez l'exemple d'un yaourt ou d'un pâté ou je ne sais pas quoi. Un yaourt, il y a tellement de sortes de yaourts qu'il y a des yaourts où il y a du lait, parce qu'il y a du lait des ferments. Et il y a des yaourts où le lait, la matière première, elle est à peine 50% du volume. Et donc, en fait, ça explique tout. Donc, c'est qu'on essaye d'aller chercher du bas prix en mettant des choses qui coûtent moins cher dans le produit. Et la conséquence pour le consommateur, il faut vraiment bas prix, mais pas bon, quoi. Donc, en fait, faut vraiment réfléchir et faire arrêter. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais aux agro-industriels, toutes ces mécaniques qui sont destructrices de matières premières. Quoi. Et je ne comprends pas pourquoi les agriculteurs ne le disent pas plus, peut-être parce qu'ils détiennent 50% des marques agroalimentaires au travers de leur groupe coopératif. Eric, ce sera plus pratique pour toi pour répondre que, après, groupe que coopératif. Loïc. Non, mais parce que Loïc, lui, fait partie d'une coopérative à taille humaine. Et oui. On sait bien que dans les fruitières de Comté ou la coopérative de Loïc, c'est un exemple parce que les agriculteurs vraiment ont la maîtrise même de la direction de la coopérative. Mais quand vous êtes dans des énormes structures qui se comportent comme des multinationales, l'agriculteur n'a plus du tout ne peut plus, même s'il vote, c'est un homme, une voix, il n'a plus la maîtrise des décisions. Et donc, même s'il vote contre,
il se fait blackbouler. Oui, mais il va falloir qu'il prenne ses décisions quand même, parce qu'il faut inverser la tendance. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à la valeur ajoutée, c'est que dans le caddie de la ménagère, sur 100 euros, il n'y a que 8 euros qui reviennent à l'agriculteur. Donc ça, c'est pas possible. On voit bien le rapport déséquilibré, 300 000 ou 400 000 agriculteurs, 4 centrales d'achat, 17 000 entreprises de l'agroalimentaire. Les pauvres agriculteurs, ils pèsent pas lourd. Je salue André Bouchu. Après, il y a des arbitrages, il y a quand même aussi des arbitrages dans le panier global de budget des ménages. La semaine dernière, la Française des Jeux a sorti son résultat 2023, 20 milliards d'euros. De 20 milliards de grattage. Je ne dis pas que c'est très bien, elle finance le sport. Mais si le consommateur est fou, il faut le dire. Il est un peu fou. Il est un peu fou quand même. 20 milliards, allez, on passe à 19 milliards et on remet 1 milliard dans le caddie alimentaire. Je ne dis pas que ça règle 2 milliards de bénéfices, mais les trains sont pleins. Ça règle un peu quand même. Ça pose problème. Et puis le pourcentage aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10-12% de ce que coûte l'alimentation dans le budget d'un ménage. Vous mettez 15-18%, ça fait un sacré delta qui va vraiment revenir à la matière première de base, quoi, en fait, quoi. Et aux producteurs. Et en plus, c'est bon pour le consommateur, c'est meilleur pour sa santé. Bien sûr. Toute dernière question. Parlez-nous peut-être un peu de votre coopérative, puisqu'on voit que c'est un modèle qui est intéressant, et de votre produit. Combien aujourd'hui d'éleveurs? Quelle différence sur la coopérative, on est une petite coopérative quand même, hein. Dans le paysage des Savoies, on représente 32 millions de litres de lait. C'est le lait collecté de 65 fermes. Et des 65 fermes de l'équivalent à les 3 cantons. Voilà. Donc les gens, on a une assemblée générale chaque année. Les gens sont à peu près tous présents. Ils élisent un conseil d'administration. Ils réélisent un président régulièrement. Et c'est tous les ans, je suis soumis à élection, et du coup, en fait, si j'ai mal fait mon boulot pendant l'année, rassurez-vous, ils vont bien en trouver un autre pour faire le boulot. Ils vous le disent. Voilà. Et donc, du coup, notre coopérative, on embauche 65 salariés pour faire la collecte, la transformation, l'affinage et la vente de nos produits. On vend dans toute la France, on vend y compris à l'export, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, essentiellement. Et on vend surtout pas par la grande distribution, si ce n'est qu'on a des acteurs importants, tels Grand Frais, tels les métros, tels Biocop, puisqu'on a une filière bio. Donc on vend sur un marché national quand même, mais à notre marque. Et notre objectif, toujours, en fait, c'est d'essayer de valoriser le produit, donc de faire un produit le plus top en qualité. On est sous appellation IGP, Tome de Savoie, Raclette de Savoie. Et ces deux produits-là, on est en train de demander à faire passer de l'IGP à l'AOP, dans l'objectif pour le consommateur, justement, d'éclaircir un peu, parce qu'un IGP, un AOP, les consommateurs sont un peu perdus. Donc, en fait, d'aller jusqu'à l'AOP. Notre cahier des charges, il est déjà fonctionnel depuis plus de 10 ans. Donc, on sait faire. Les produits sont identifiés, le marché est présent. Et c'est juste pour un mot de reconnaissance, pour que le consommateur clarifie un peu ce que l'on peut faire. Pourquoi vous dites essayer? C'est compliqué? Eh bien oui, parce qu'en fait, ça, c'est pareil, c'est de l'administratif. Nous, on a déjà un cahier des charges depuis longtemps. On a une reconnaissance, on a, je vous dis, un produit défini, on a une zone définie, on a des cahiers des charges et des produits, on a le marché. Et l'INAO, avant qu'elle ne statue ce changement, qui est juste un changement administratif, eh ben, il va falloir 4 ans, 5 ans. Ben, il y a quelques évolutions de le cahier des charges, mais c'est vraiment minime parce que notre cahier des charges, il est déjà bien supérieur à certains AOP dans d'autres productions, hein. Donc, en fait, je considère que c'est quand même très minime et pourtant, il va falloir 4, 5, 6 ans avant de pouvoir passer le mot IGP à l'AOP. Quand je vous écoute, Loïc, ce que je comprends, c'est que vous pouvez gagner votre vie, que vous pouvez exporter, parce que souvent on dit attention, des produits chers, tout ça, on ne peut pas exporter. Ben, vous exportez aux 4 coins du monde, ou en Europe, tout du moins. Ça veut dire que c'est un modèle qui est plus qu'intéressant. Nous, on en est très satisfaits, hein, et franchement, enfin, vous pouvez poser la question à nos producteurs sur notre territoire, ils sont plutôt contents. Pour autant, voilà, dans le débat aujourd'hui, effectivement, question de revenus, ils peuvent pas crier ce qui est fait pour beaucoup d'agriculteurs en disant mais effectivement on ne nous paye pas le produit au prix, etc. Là, nous, la justification, elle est mathématique, elle est arithmétique. On présente les comptes de la coopérative, on divise par le litre de lait, c'est clair. Par contre, on subit tous pour autant toutes les évolutions et les contraintes administratives dont on a parlé tout à l'heure. Et ça pèse pour tous les agriculteurs, y compris chez nous, on est dans des zones très, très peuplées, donc avec une densité de périurbains, du coup,
qui arrivent dans nos zones agricoles et ça complique avec nos machines. Alors ils ont tous l'impression qu'on a de plus en plus des gros tracteurs, etc. Ce qui est un peu vrai effectivement parce qu'en fait l'évolution, mais le consommateur il avait une 2 chevaux avant et il a aussi une Mégane ou une je ne sais quoi voiture aujourd'hui qui fait que lui aussi prend plus de la place sur la route. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Loïc Bertrand, je rappelle que vous êtes président de la coopérative de Yenne. Merci beaucoup d'être venu et je remercie bien sûr Éric Delachesnay et Olivier Mazou. Merci bien et on se retrouve dès demain pour de nouvelles émissions.